traitement bébé, oui, traitement bébé, mais en fait, je l'ai modifié parce qu'au terme traitement, je préfère celui d'accompagnement. Donc le titre, ce sera handicap et accompagnement parent-bébé. Traitement suppose en effet que la situation soit pathologique, malade, elle est souffrante, certes, et la souffrance psychique peut rendre malade. Mais la souffrance générée par la rencontre avec le handicap est ordinaire, légitime. Et les sujets doivent être accompagnés dans cette tragédie. Il est nécessaire de prendre en compte la souffrance parentale. Là encore, je préfère le terme de prise en compte à celui qu'on emploie souvent de prise en charge. Je fais la référence au sociologue et philosophe Saül Kartz, qui distingue la prise en compte de la prise en charge. La première formule atténuant les effets de dissymétrie que suppose la seconde. Et j'ai l'habitude de dire que dans ces situations, par ailleurs, il y a beaucoup de charges et souvent peu de prises. Donc faire des prises en charge, c'est compliqué. Et on peut ajouter à la souffrance parentale la souffrance familiale, bien sûr, en incluant évidemment la fratrie, mais aussi la famille élargie, tous ceux qui comptent pour l'enfant, tous ceux qui l'investissent, toutes les personnes qui sont importantes dans sa vie. Il est évidemment préférable d'intervenir le plus tôt possible pour ce travail d'accompagnement, dès la maternité, si c'est possible. Être là au moment du drame, sur le lieu du drame, facilite l'investissement ultérieur du soignant, du praticien, de l'équipe, par les personnes concernées par le drame. Bon, j'ai longtemps travaillé dans un CAMS et j'intervenais en service de maternité, de pédiatrie, dès l'annonce d'un handicap, et cela favorisait grandement la suite. Évidemment, c'était un moment où les CAMS avaient encore le droit de soigner, ne se transformaient pas en plateforme de tri, de sélection, d'évaluation, de diagnostic, d'orientation, enfin bref, tout ce qui fait qu'on ne peut plus soigner. Pour appréhender ce travail d'accompagnement, je vais essayer de décrire un certain nombre d'effets traumatiques chez les parents, dans la famille, de la rencontre avec un handicap chez un bébé, mais Sarah a déjà très bien introduit le propos, énoncer des points essentiels que je vais juste un peu prolonger. Alors tout d'abord, le handicap produit, mais le handicap, tout comme la psychopathologie grave et précoce, on va voir qu'il y a beaucoup de points communs, produit d'abord des effets de désillusion brutale, de déception brutale, à l'origine d'effondrement, de catastrophes internes, et qui impose un travail de réaménagement équivalent à un travail de deuil. Mais différent du travail de deuil, en ceci que d'une part, l'objet n'est pas perdu, l'enfant est toujours là, toujours vivant, et d'autre part, l'événement traumatique est persécutoire par son omniprésence. Le trouble, l'anomalie, le handicap est toujours là, toujours visible, rappelant en permanence la catastrophe originelle. Et j'ai appelé cet effet un effet de déception originaire, parce que ça concerne l'origine et ça se représente tout le temps, à chaque changement. Sarah parlait d'éternel recommencement. Effectivement, les parents disent souvent il faut toujours repartir à zéro. Chaque fois qu'ils changent d'équipe, d'institution, de soignants, il faut toujours repartir à zéro, au point d'origine, au point originaire. Et les deuils, bien sûr, parfois vont se succéder. Il faudra faire le deuil de la marche, après le deuil du langage, après le deuil de l'intelligence, etc. Et tout cela va accentuer cet effet de déception originaire. La déception originaire est le reflet de la blessure narcissique, bien sûr, qui correspond à la perte de l'illusion qui nourrit tout désir d'enfant, illusion qui se fonde dans le narcissisme parental et ses vœux d'immortalité. Comme l'avait très bien énoncé Freud, vous vous rappelez, l'une des fonctions essentielles de tout enfant consiste à faire revivre et assurer l'immortalité du narcissisme parental dont il est dépositaire, dont il est porteur. Et le handicap, l'anomalie, tout comme la psychopathologie de l'enfant, va briser cet espoir d'immortalité narcissique. Le handicap provoque ainsi et aussi une rupture de ce que Pierre Aulagnier, que vous connaissez probablement, avait décrit sous les termes de contrat narcissique. Le contrat narcissique, c'est une formation de lien inconsciente qui relie l'enfant aux parents, aux générations antérieures et plus particulièrement à l'ensemble du groupe social et qui prescrit la mission dont est porteur le nouveau-né, à savoir celle d'assurer l'immortalité, celle d'assurer la continuité de la génération en échange de la reconnaissance par le groupe du nouveau venu. Eh bien, l'anomalie chez l'enfant va provoquer une rupture brutale, radicale, sans préavis de ce contrat narcissique, ou va en compromettre l'établissement.
l'enfant trop différencié de ses ascendants, trop en situation d'altérité, va se retrouver en état de dégénération. Il sera dégénéré. Alors bien sûr, tous les contextes ne se valent pas. Il y a des façons plus ou moins admises par le groupe social de déroger à ce contrat. Il y a des dérogations possibles, il y a des écarts, des singularités, plus ou moins tolérées, plus ou moins intégrables dans les contrats narcissiques. Il est par exemple plus facile d'être reconnu, confirmé par le discours social comme parent d'un enfant porteur d'une anomalie chromosomique que d'être admis comme parent d'un enfant psychotique. Il en va de même pour l'enfant lui-même. Et on comprend bien les enjeux sous-tendant les pressions pour faire considérer certains troubles comme des handicaps, entre guillemets, des troubles du neurodéveloppement, et non pas comme une maladie mentale ou une psychopathologie. Non seulement la blessure atteint profondément le narcissisme, mais elle atteint les couches les plus profondes de l'identité humaine, Sarah l'a évoqué tout à l'heure. L'anomalie grave, précoce, pose la question de l'appartenance à l'espèce humaine. Elle attaque le sentiment d'humanité, elle engendre un vécu d'étrangeté, un vécu de non-humanité. Et ce vécu d'étrangeté, de non-humanité de l'enfant, met en péril l'identification des parents à leur propre humanité. L'enfant porteur d'une anomalie, notamment lorsque celle-ci est lourde, provoque, fragilise, disqualifie l'humanité parentale. Autre point, on peut dire que l'arrivée d'un enfant porteur d'une anomalie peut avoir un effet d'attaque des capacités de pensée, de sidération sur tout l'appareil psychique familial. La sidération de la pensée vise à lutter contre les pensées traumatiques, le désespoir, l'injustice, et aussi contre les pensées interdites, les désirs de mort, les désirs d'abandon. Elle vise à évacuer les vécus émotionnels insupportables, la douleur mentale, hors du champ de la représentation. L'une des formes de l'immobilisation de la pensée est par exemple la centration de toute la famille et de tout le fonctionnement familial autour de la pathologie et autour du sauvetage de l'enfant. Les sujets sont aliénés à cet impératif de sauvetage, souvent désespéré et illusoire. La sidération de la pensée, c'est aussi l'effet du télescopage que produit le traumatisme entre fantasme et réalité. Tout se passe en effet comme si la réalité venait confirmer des pensées qui appartiennent au fantasme. Or, ces pensées, qui accompagnent toute expérience de grossesse, que la réalité dément dans la majorité des cas et qui sont ainsi vouées au refoulement, sont des pensées coupables ou des pensées honteuses. Elles sont dues au fait que le désir d'enfant est toujours transgressif. Il est toujours transgressif pour l'enfant oedipien resté vivant en soi et qui est persuadé que la sexualité lui est interdite, que la parentalité lui est interdite. Tout cela est réservé à une autre génération. Et leur réalisation du désir d'enfant, la réalisation du devenir parent, équivaut à tuer le parent pour prendre sa place, à le pousser vers la mort. C'est ce qui fait entre autres que toute grossesse, toute attente d'un enfant s'accompagne d'angoisse, de crainte quant à une malformation, un accident. Et voir se réaliser des pensées coupables produit une mise en suspens de l'activité de pensée. Si ce que je pense se réalise, alors il faut que j'arrête de penser. La sidération, en effet, vise à faire taire les pensées coupables. Mais la sidération n'est pas le refoulement. Elle est une réponse traumatique au traumatisme qu'impose la réalité. Ce télescopage entre fantasme et réalité explique, par exemple, nombre de rêves prémonitoires que rapportent souvent les parents. Le rêve prémonitoire où la catastrophe était annoncée, j'avais rêvé qu'il se passerait quelque chose, j'avais rêvé que mon enfant serait trisomique, etc. Ce rêve prémonitoire, qui n'est bien sûr prémonitoire qu'après coup, traduit non seulement la réalisation traumatique du fantasme, mais aussi la tentative de contrôle du traumatisme, par son anticipation. Si j'ai pu rêver qu'il allait se passer une catastrophe, ben déjà, si je peux anticiper, j'ai déjà un contrôle un peu sur la situation. Se convaincre que l'on a pu anticiper le traumatisme donne l'illusion d'un contrôle possible sur la catastrophe. Troisième point, la rencontre avec une anomalie, un handicap chez un enfant, active bien sûr un sentiment de culpabilité, il est classique de le dire. On observe d'abord une culpabilité qu'on peut appeler post-traumatique,
à laquelle on a facilement accès, qui est souvent consciente. C'est la culpabilité d'avoir donné la vie à cet enfant, de lui avoir imposé une vie imaginée comme sans vie, sans espoir. C'est la culpabilité aussi de ne pas avoir pu éviter le traumatisme, la maladie, l'accident. Et c'est aussi la culpabilité d'avoir désiré sa mort. Mais ce sentiment de culpabilité se connecte à des culpabilités plus anciennes et plus inconscientes. Les culpabilités anciennes, déjà là, pourrait-on dire, sont dramatiquement confirmées par la rencontre avec la pathologie, par la mise au monde d'un enfant abîmé, d'un enfant décevant, d'un enfant mauvais. Et on peut alors voir se déployer chez le parent ce que j'ai appelé un fantasme de culpabilité. Même lorsque l'étiologie est connue, reconnue, la question de la culpabilité n'est pas pour autant résolue. Le parent se demandera en effet ce qu'il a bien pu faire pour qu'un tel événement tragique et injuste lui arrive. Et c'est vrai dans toutes les expériences traumatiques. La construction d'une théorie selon laquelle le sujet est coupable permet alors d'amortir l'impact traumatique. Là encore, c'est vrai pour toutes les expériences, pour tous les traumatismes. On peut dire en effet que si le sujet y est pour quelque chose, si le traumatisme est justifié, eh bien d'une part, celui-ci est moins scandaleux, et d'autre part, le sujet peut s'approprier cet événement extérieur non maîtrisable. Le traumatisme est d'autant plus injuste et scandaleux qu'il est inéluctable, qu'il échappe au sujet. On peut dire que plus le sujet est innocent de ce qui lui arrive, et plus, en quelque sorte, le traumatisme est traumatique. Le fantasme qui va dramatiser, qui va mettre en scène la culpabilité, visera ainsi à ce que ne soit pas trop accentué l'aspect traumatique du traumatisme. Et c'est une telle accentuation que réalisent paradoxalement les conduites médicales, logiques, de déculpabilisation. Quand on dit aux gens « vous n'y êtes pour rien, c'est un accident »,« vous n'y êtes pour rien, c'est le hasard de la génétique »,« vous n'y êtes pour rien, c'est la biologie, c'est le cerveau, c'est le neurodéveloppement ». Mais le sujet, lui, tient à y être pour quelque chose, parce que s'il est pour rien, c'est encore pire. On peut dire que la déculpabilisation destitue en quelque sorte le sujet, elle le prive d'une possibilité d'appropriation de ce qui, de son histoire traumatique, lui appartient, car elle accentue le caractère traumatique du traumatisme. Mais si on respecte, si on tolère ce mouvement d'appropriation, eh bien, on verra alors se rabattre sur l'événement traumatique une immense culpabilité écrasante. Et il faudra alors un long travail, laborieux, d'élaboration suffisante de la culpabilité pour que le sujet accepte de prendre en compte ceux de son histoire dont il est innocent, pour que le sujet puisse faire la part raisonnable de ce qui lui revient et de ce qui ne lui revient pas. Et le sujet accédera alors à une véritable position d'innocence. L'innocentation défensive ou l'innocentation prescrite, ça n'innocente pas. L'innocentation, c'est un véritable travail psychique. L'innocentation, bruyamment revendiquée, masque ou tente de masquer une profonde culpabilité. Seule l'élaboration de la culpabilité peut innocenter. Et cela suppose un véritable travail psychique, un travail laborieux, qui permet au sujet d'explorer, de vivre la culpabilité jusqu'au bout. Évidemment, tout cela ne signifie pas qu'il faille dire aux parents qu'il y est pour quelque chose. Il ne faut pas dire aux parents, mais bien sûr, vous êtes coupable si votre enfant est trisomique, c'est de votre faute. Non. Bien sûr qu'il faut leur dire qu'ils n'y sont pour rien. Mais dire qu'il n'y est pour rien n'est pas suffisant. Il faut en même temps pouvoir supporter d'entendre à quel point le parent se sent coupable. Vivre la culpabilité jusqu'au bout, ça ne se fait pas comme ça demande un certain nombre de conditions, et ça demande en particulier la présence d'un autre qui puisse entendre et tolérer la culpabilité, qui puisse recevoir et accompagner cette expérience. La culpabilité écrasante, vécue dans la solitude, c'est-à-dire en l'absence de tout objet externe et interne compréhensif, conduit à l'impasse mélancolique. On a juste envie de se suicider. Vivre la culpabilité, tout comme le désespoir, en l'absence traumatique de tout objet, est une catastrophe psychique. Mais vivre la culpabilité, tout comme le désespoir, en présence d'un objet bienveillant et empathique, c'est une expérience de croissance mentale. Le fantasme de culpabilité, la construction d'une théorie selon laquelle le parent y est pour quelque chose, a donc une double fonction.
D'une part, cela atténue le caractère traumatique du traumatisme, le sujet devient actif, là où il subit passivement. Et d'autre part, ce fantasme rend compte d'un mouvement d'appropriation. Le sujet peut devenir sujet d'une histoire étrangère, il peut dire je suis coupable, je suis donc sujet de cette histoire m'appartient bien. On peut ainsi parler d'un travail de la culpabilité. La culpabilité est un effet du traumatisme, mais elle réalise aussi un véritable travail psychique. La culpabilité actuelle post-traumatique que met en scène le fantasme concerne l'investissement de cet enfant actuel. Par exemple, une mère d'un enfant qui a présenté un problème périnatal a la conviction que son ventre n'a pas été protecteur pour le bébé qu'elle portait. La poche des os s'était fissurée. « Toute ma grossesse, j'ai pensé qu'il serait mieux hors de mon ventre », dit-elle avec douleur. Une autre encore est persuadée qu'elle n'a pas nourri, qu'elle n'a pas protégé suffisamment son enfant dès l'origine. C'est pourquoi il s'est détourné d'elle. Elle était enceinte de jumeaux. L'un des jumeaux a écrasé l'autre, dit-elle. Celui-ci était plus frêle, avec un petit poids à la naissance, il a développé un trouble autistique, etc. On pourrait comme ça donner beaucoup d'exemples. Mais ces fantasmes de culpabilité, par ailleurs, comme je le disais, se saisissent de culpabilités historiques, anciennes, qui sont ravivées, qui sont réchauffées. Ces culpabilités, actuelles comme passées, concernent toujours, au bout du compte, concernent toujours la mort ou la sexualité au sens large. À cette culpabilité s'ajoute évidemment la honte. Tout comme pour la culpabilité, il y a différentes formes de honte, différentes générations de honte qui sont convoquées, ravivées. Il y a des formes actuelles et des formes anciennes, historiques, réveillées, réchauffées par l'événement actuel. La honte est souvent plus difficile à explorer que la culpabilité. Elle a plusieurs sources dans ces contextes. Elle est d'abord liée à la sexualité. En effet, on peut dire que toute grossesse exhibe, d'une certaine manière, la scène sexuelle qui est à son origine. Et pour nombre de couples, l'arrivée d'un enfant porteur d'une anomalie a un effet d'arrêt de la vie sexuelle, dans la mesure où celle-ci est associée à une scène primitive, monstrueuse, inhumaine. La honte naît aussi de la blessure narcissique, de l'humiliation, de la déception originaire dont j'ai parlé tout à l'heure, lesquelles touchent les assises du narcissisme, de l'identité, du sentiment d'humanité. La honte est particulièrement liée au regard de l'autre. Elle mobilise ou elle est mobilisée par ce qui en soi est semblable à l'autre ou ne l'est pas. Le handicap, comme la psychopathologie grave précoce, brise la continuité identitaire, produisent une rupture de l'être ensemble dans la communauté humaine. Contrairement à la culpabilité qui est issue de l'expérience d'avoir perdu un objet d'amour, de l'avoir abîmé, la honte provient de l'expérience d'être perdu, d'être soi-même abîmé pour l'objet. Et c'est une telle épreuve qu'impose aux parents l'anomalie de l'enfant. La honte suppose l'identification du sujet à l'objet déprécié, à l'objet abîmé. Et c'est depuis cette place de l'objet disqualifié, qui a perdu le sujet comme objet d'amour, pourrait-on dire, qu'est éprouvée la honte. Alors j'ai parlé du travail de la culpabilité, on peut aussi envisager le travail de la honte. La honte aussi a des fonctions, la honte aussi réalise un travail psychique. Elle a d'abord une fonction d'enfouissement du traumatisme. La honte enfouit, entraîne dans l'enfouissement l'expérience traumatique qui la génère et qu'elle va ainsi traiter. Mais l'intériorisation que produit la honte conserve le traumatisme, contrairement à la culpabilité qui réalise une intériorisation potentiellement subjectivante qui peut permettre une croissance mentale. La honte ne permet pas le dépassement du traumatisme, elle se contente de l'enfouir, elle se contente de l'incorporer. On peut mettre en évidence un autre aspect du travail de la honte qui consiste à garder jalousement des jouissances inavouables. En effet, dans les contextes de rencontres traumatiques avec une anomalie, un handicap, on peut observer une forme de jouissance dans le lien symbiotique que développent parfois parents et enfants, j'y reviendrai tout à l'heure, avec des agis incestuels, des fantasmes incestueux qui accompagnent cette symbiose. Et la honte peut avoir une fonction de gardien de ces jouissances secrètes. Elle enfouit la jouissance.
L'affect de honte est difficilement accessible car il est lui-même enfoui, masqué, et la honte peut aussi être considérée comme le gardien de l'enfouissement, le gardien du traumatisme, le gardien du tenu secret et de la jouissance secrète. On peut donc dire que le travail de la honte, dans ces contextes traumatiques, traite l'expérience en l'incorporant, en la conservant, et traite également, en les gardant enfouis, les désirs incestueux ou incestuels mobilisés par le traumatisme, ainsi que les désirs meurtriers, infanticides, la haine dont parlait Sarah tout à l'heure. En effet, la honte peut porter sur l'objet, sur l'enfant abîmé, monstrueux, ou plus exactement sur le moi disqualifié du sujet qui a créé cet enfant monstrueux. Mais la honte peut porter aussi sur les pensées, les désirs, les éprouvés mobilisés par et contre cet enfant, et en particulier les désirs infanticides, la haine. Si le travail de la honte traite la haine, l'enfouit, on peut dire aussi que la honte produit la haine. Cet enfant qui fait honte devient objet de haine. On observe cela très fréquemment. Donc la culpabilité et la honte scellent ainsi des liens où se mêlent souffrance et jouissance, violence et attachement. Autre effet encore, l'anomalie sévère produit une rupture dans la filiation, brise le lien de filiation, il est classique de le dire aussi. Alors je disais à propos de la culpabilité que la culpabilité actuelle se connecte aux culpabilités passées ou se développe sur fond de culpabilité passée. Cela en effet car le traumatisme actuel est l'occasion de révélation de traumatismes passés, réels ou imaginaires, enfouis, oubliés, traumatismes appartenant à l'histoire ou à la préhistoire du sujet ou de la famille. Ces traumatismes peuvent en effet appartenir à l'histoire infantile du parent. Il peut s'agir d'événements réels ou de traumatismes liés au fantasme infantile, dont les fantasmes oedipiens, que la réalité n'aura pas suffisamment démenti. Ils peuvent aussi appartenir à la préhistoire. Tel enfant, porteur de telle anomalie, rappellera à la mémoire tel ancêtre, porteur de tel ou tel stigmate. Et cette connexion de l'actuel et du passé, notamment lorsqu'elle convoque un ancêtre, conduit au déploiement de ce que j'ai appelé des fantasmes de transmission, c'est-à-dire des mythes, des scénarios, conscients ou inconscients, que le sujet va se raconter, et selon lesquels l'anomalie dont est porteur l'enfant a été transmise par un ancêtre. Et cela indépendamment de l'existence de facteurs héréditaires biologiques, même si le fantasme pourra se saisir de la réalité biologique, l'enjeu est ici un enjeu psychique. Il concerne la place dans le générationnel. Le fantasme de transmission a lui aussi plusieurs fonctions. Il a d'abord une fonction d'innocentation. Je n'y suis pour rien, tout vient d'un ancêtre. Et je suis encore plus innocent si l'ancêtre appartient à la lignée de mon conjoint ou ma conjointe. Le fantasme de transmission a aussi une fonction de représentation ou d'inscription du sujet dans la génération. Le sujet enfant, porteur de l'anomalie, mais aussi le sujet parent dont l'enfant est issu. En effet, l'anomalie, le handicap, produit un effet de dégénération, comme je le disais précédemment, plaçant l'enfant en position d'altérité absolue. Enfin, et cette fonction découle des deux précédentes, le fantasme de transmission a une fonction de subjectivation, d'appropriation par le sujet d'une histoire traumatique étrangère, dans le même mouvement qui conduit le sujet à s'en déposséder, tout en disant « je n'y suis pour rien », si mon enfant a hérité d'un de mes ancêtres, je suis bien sujet de cette histoire m'appartient bien, même si je n'y suis pour rien. Ainsi donc, si le trouble de l'enfant défie les liens généalogiques, s'il produit une rupture dans le lien de filiation, comme je le disais, il rend possible aussi et en même temps la suture de cette rupture. Et ça, on le voit même dans des difficultés mineures, sans forcément qu'il y ait de handicap lourd. Par exemple, tel enfant est en retard dans son développement, on le fait remarquer aux parents, et les parents répondent « oui, mais son oncle, son grand-père a marché très tard, a parlé très tard, a fait pipi au lit jusqu'à 12 ans, etc. » L'anomalie est ainsi à la fois reconnue et déniée. L'enfant est reconnu par ses proches à la fois comme étranger et comme bien des leurs. Le fantasme de transmission a donc un effet paradoxal, un effet de transitionnalisation. Par exemple, des parents relient la commercialité de leur bébé à une arrière-grand-tante
malade mental et épileptique. Tout de suite, ils remontent 50 ans en arrière. Ils font aussi des liens avec une arrière-grand-mère de la mère. Cette arrière-grand-mère de la mère venait d'une région dont une des caractéristiques est que certains de ses habitants auraient une tache au bas du dos. Elle était du Midi, pareil que les gens du Midi ont une tache au bas du dos. Et cela proviendrait de l'invasion des Huns. Donc voyons, on est passé de 50 ans jusqu'à l'invasion des Huns. Or, leur bébé a une tache au bas du dos. On voit ainsi le besoin d'innocentation. Tout vient d'un ancêtre ou de plusieurs ancêtres, en particulier devant une scène primitive coupable. Le fantasme originaire est en effet un fantasme selon lequel c'est un viol qui a transmis la tare. La tache qui provient de l'invasion des Huns est transmise par un ancêtre et représente la marque, l'inscription de la tare, effet de la culpabilité et de la honte primitive devant l'acte fondateur, le viol inaugural. On retrouve ainsi, articulé au fantasme de transmission, le fantasme d'une scène sexuelle coupable et honteuse. On pourrait comme ça évoquer de très nombreux exemples pour illustrer, mettre en évidence le déploiement des fantasmes de transmission, déploiement qui représente une modalité de suture de la rupture du lien de filiation. Par ces fantasmes, le sujet s'approprie l'événement traumatique, devient sujet de l'histoire étrangère qui s'impose brutalement à lui, et cela, encore une fois, dans le même mouvement qui le conduit à s'en dessaisir ou à s'y soustraire. Le handicap est ainsi un attracteur pour les histoires traumatiques passées qu'il réveille, qu'il réchauffe, qu'il rappelle à la mémoire. Et il attracte potentiellement, tout particulièrement, des imagos d'ancêtres porteurs d'un stigmate dont l'anomalie de l'enfant actuel représente une trace phylogénétique, pourrait-on dire. L'enfant, le bébé, fera alors fréquemment l'objet d'identifications forcées que beaucoup ont explorées, que j'ai moi-même décrites sous les termes d'empiètement imagoïque. Cette recherche, cette contrainte d'identification forcée répond en partie à la rupture du lien de filiation, à la rupture du lien généalogique. Une mère, par exemple, d'un enfant IMC, infirme moteur cérébral, avait dans sa généalogie un grand-père héroïque qui avait perdu un bras à la guerre et qui avait surmonté ce handicap, qui avait réalisé des travaux spectaculaires, il avait construit tout seul sa maison, etc. Et cette mère projetait sur le bébé cet imago héroïque, cette figure d'handicapé héroïque, de héros méconnu, ce qui bien sûr surchargeait l'enfant d'un fardeau supplémentaire et l'exposait à de nouveaux effets de déception, ce que l'on pouvait observer très directement dans les interactions mère-bébé. En effet, chaque fois, par exemple, qu'une représentation du handicap apparaissait sur la scène, par exemple, l'enfant était souvent intéressé par une petite figurine d'animal, et c'est pas n'importe laquelle qu'il prenait, c'est un animal, c'est une vache qui avait une patte cassée. Il y avait plein de jolis objets, de jolis animaux. Non, lui, il s'intéressait qu'à la vache qui avait une patte cassée et qui ne tenait pas debout, et la mère systématiquement éloignait cette figurine, mais sans s'en rendre compte. Elle faisait un geste mécanique où elle éloignait l'objet évocateur du handicap, la représentation du handicap, tout en parlant de choses et d'autres, et en particulier tout en objectivant les progrès de l'enfant dans un discours maniaque qui mettait en scène un bébé idéalisé, un bébé grandiose, etc. Et alors le bébé s'absentait. Ou bien alors il manifestait un mouvement auto-agressif, il se frappait. Ou bien encore, il babillait des sons incompréhensibles, et la mère était agacée, elle était confrontée à une déception répétitive, et alors elle le disqualifiait, elle se montrait intrusive. « Tiens-toi droit !» lui hurlait-elle, par exemple, dans ces moments-là. Et on voyait comment l'enfant ne pouvait pas honorer un tel contrat narcissique. Il ne pouvait pas reprendre à son propre compte l'idéal de l'ancêtre, se tenir droit, malgré le manque, tout comme le grand-père héroïque. Et cette projection identificatoire, cet empiètement imagoïque, avait bien sûr pour fonction, outre la gestion des conflictualités oedipiennes, avait pour fonction de suturer le lien de filiation brisé par le handicap, de restaurer le lien généalogique. L'enfant, identifié au grand-père handicapé héroïque, est bien dans la généalogie, lui dont le handicap produit une altérité brutale, absolue, le situe hors génération, hors généalogie, produit une dégénération. Dernier effet que je soulignerai, c'est un effet de séparation psychique brutale et précoce.
On peut dire que dans les cas de rencontres traumatiques avec une anomalie, une psychopathologie grave, précoce chez un enfant, les parents se retrouvent dans un état de prématurité psychologique. Alors c'est un terme, prématurité psychologique, qui avait été proposé par Tustin, mais elle parlait des enfants qui faisaient trop tôt l'expérience de la séparation psychique. Moi, j'applique ce terme aux parents. Ce sont les parents qui font trop tôt l'expérience de la séparation psychique avec leur enfant qui devient trop tôt un autre, trop tôt un étranger. La pathologie de l'enfant affirme l'altérité d'une façon trop précoce, trop violente et trop absolue. La parentalité, tout comme la subjectivité de l'enfant, se développe de manière ordinaire par un travail progressif de deuil, de désillusionnement, à partir d'une expérience d'illusion primaire. L'enfant se sépare, s'individue progressivement, et le parent aussi devient parent progressivement. Cette illusion primaire est nécessaire à l'établissement des premiers liens d'attachement, des premières communications intimes, des premières expériences de compréhension. Le non-établissement ou la rupture brutale de cette illusion, de cette symbiose primaire, par l'expérience de séparation psychique qu'impose la pathologie de l'enfant, va conduire le parent à tenter de retrouver cette illusion, de retrouver cette symbiose, en reconstruisant la matrice symbiotique postnatale. Mais cette illusion, qui sera alors secondaire, il s'agira d'une symbiose secondaire, sera alors défensive, car elle contiendra la connaissance de l'altérité, la connaissance de la séparation psychique brutale et précoce, et elle sera au service du maintien à tout prix de la symbiose. Contrairement à la symbiose primaire qui s'ouvre, la symbiose secondaire, elle reste fermée. Il faut maintenir à tout prix la non-séparation pour éviter le retour des effets désintégrateurs dus à l'expérience traumatique de l'altérité absolue. Et le fantasme qui anime alors le parent ou la famille, c'est celui de réintroduire l'enfant dans le ventre maternel, dans l'utérus familial, pour qu'il se répare, mais aussi pour qu'il répare le ventre familial, pour qu'il reconstitue la complétude narcissique du corps familial qui a volé en éclats. Et cette relation symbiotique s'accompagne potentiellement de fantasmes incestueux, d'agies incestuelles. On peut dire par ailleurs que l'anomalie peut répondre dans le fantasme à une transgression. Je le disais tout à l'heure, elle peut représenter une sanction au désir de déloger le parent, de le tuer, fantasmatiquement. Elle confirme l'interdit de parentalité ou de sexualité. J'ai bien raison de penser que je n'ai pas droit à la parentalité, à la sexualité. Je suis puni. J'avais raison de penser que ce n'était pas pour moi. Et l'anomalie peut aussi représenter une sanction face à un désir oedipien, un désir incestueux. Si les fantasmes incestueux sont mobilisés, si l'enfant devient un enfant de la faute, un enfant de la honte, on peut dire aussi, et ça c'est très important, que l'anomalie rend possible le déploiement du fantasme incestueux, de l'agie incestuelle, dès lors que par elle-même la faute a déjà été expiée. J'ai déjà été puni, donc je peux m'autoriser tout ce qui est interdit aux autres. La punition, la rétorsion, qui a été préalable, autorise la transgression, le désir incestueux ou incestuel, que le lien symbiotique vient éponger et que la honte, éventuellement, comme je disais tout à l'heure, vient garder. Vous savez que la première question que posent souvent les parents quand on leur annonce le handicap chez un bébé, c'est « qu'est-ce qui va devenir quand je ne serai plus là ?» Ce qui est une vraie question, hein. Mais voilà, ça montre que le bébé est vu d'emblée comme un bébé pour toujours, dont on ne va jamais se séparer, qui sera collé à soi pour toujours, avec toute l'horreur que suppose une telle situation, mais aussi toute la jouissance potentielle qu'elle peut permettre. Il y a aussi une jouissance d'avoir un bébé collé à son corps toute sa vie. On observe bien sûr souvent des liens symbiotiques avec leurs effets délétères en psychopathologie de l'enfant, vous avez l'habitude, mais on voit là comment la pathologie somatique mais aussi psychique, comment la pathologie elle-même crée la symbiose. Ça c'est important de bien se dire les choses dans les deux sens. Ce n'est pas seulement la symbiose qui crée la pathologie, c'est aussi la pathologie qui crée la symbiose. Et toutes les figures de la symbiose peuvent se retrouver, mais on observera fréquemment dans de tels liens l'œuvre de la symbiose destructrice. L'enfant sera par exemple d'autant plus idéalisé qu'il est désinvesti. Le discours parental énonçant l'attachement et l'amour sans faille sera contredit par des attitudes, des actes révélant l'hostilité déniée. Dans la figure de la symbiose destructrice, les partenaires se détruisent mutuellement.
Toutes les figures de la symbiose familiale sont au service de la réparation du dommage narcissique et de la tentative d'élaboration du manque traumatique qui, dans le même temps, par le fait même de la symbiose, échoue à s'élaborer. Par ailleurs, la symbiose est un état du lien constitué par le travail de l'identification projective, comme on dit, la rencontre avec la pathologie du côté du parent, la nécessité d'user des processus identificatoires projectifs afin de réduire l'altérité, de tenter de maintenir un état de non-séparation et souvent observé. « Elle ne pourra jamais se passer de moi », disait la mère d'une petite fille porteuse d'un handicap grave. « Je suis tout pour elle, elle est tout pour moi. Je suis elle et elle est moi. Je suis son ange, car elle ne peut pas se défendre, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas bouger. Je le fais pour elle, je pense pour elle, je comprends tout d'elle, je la connais par cœur, je sais ce qu'elle désire, etc., etc. » Voilà le genre de propos qui illustre ces états d'identification projective. Enfin, tous ces effets que je viens d'envisager sont en même temps des défenses pour se protéger de l'impact traumatique. La sidération de la pensée, c'est un effet, mais c'est une défense. Le déploiement des fantasmes de culpabilité ou de transmission, c'est un effet, mais c'est aussi une défense. La reconstitution d'une symbiose secondaire, c'est un effet, mais c'est aussi une défense. Et j'ajouterai pour terminer l'oscillation fréquente que l'on peut observer dans les familles entre deux positions défensives extrêmes, une position maniaque d'un côté et une position mélancolique de l'autre, et on va voir les familles osciller plus ou moins entre ces deux positions extrêmes. La position maniaque est organisée autour d'illusions, de déni. Ce n'est pas tellement la réalité de la pathologie qui est déniée, ce sont les affects, les émois liés à la rencontre avec l'anomalie qui sont déniés. La position maniaque contient des idéalisations. L'enfant peut devenir un enfant merveilleux, messianique, qui va sauver la famille en lui donnant une mission narcissiquement valorisante, celle de sauver un enfant handicapé. Après, ce sera tous les handicapés, tous les myopathes, etc. La position maniaque contient l'illusion d'une réparation magique possible, laquelle se traduit par exemple par une agitation visant à tout faire pour combler les déficits, colmater le manque que fait vivre l'enfant à ses parents, accumulation de rééducation, de méthodes psycho-orthopédiques pour rendre ou donner à l'enfant l'allure de l'humanité. Les parents peuvent alors s'opposer aux soignants avec des revendications bruyantes face au laxisme de ces derniers afin d'obtenir des diagnostics, afin de les pousser à se conformer aux prescriptions de bonnes pratiques, etc. À l'opposé de cette position maniaque, on trouve la position mélancolique qui, elle, est caractérisée par les désinvestissements, des investissements de l'enfant ou bien des investissements des progrès possibles que pourrait réaliser l'enfant. Dans la position mélancolique, il y a des illusions négatives. Ce n'est pas des désillusions, c'est des illusions négatives. C'est l'illusion de l'absence d'illusion, l'illusion qu'il n'y a aucune illusion à avoir, que tout est perdu, tout est foutu, rien ne vaut la peine d'être tenté ni espéré. La position mélancolique ne correspond pas à un état de deuil, ne permet pas le travail de deuil, elle traduit plutôt une culture du deuil. Et dans cette position, les parents en voudront aux soignants d'investir l'enfant. Vous investissez l'enfant, vous investissez ses progrès, vous me dites qu'il a réussi à se mettre debout 3 secondes, vous me dites qu'il a réussi à faire un cercle fermé, donc vous n'entendez pas à quel point cet enfant est monstrueux et horrible pour moi, vous n'entendez pas la profondeur de ma déception. Une vignette pour terminer, c'est une mère qui est très revendicatrice. Elle veut absolument un diagnostic pour son enfant. Elle est dans une quête qui la conduit à des positions hostiles à l'égard des soignants. Elle cherche elle-même des informations sur Internet, elle trouve bien sûr, et elle pose elle-même le diagnostic, qui est sans doute juste. Mais elle veut absolument qu'un expert confirme. Lorsque la psychologue qui l'écoute lui demande ce que lui apportera le fait d'avoir un diagnostic, elle répond « rien, mais c'est pour mon bien-être personnel ». Donc on entend bien là la déception, la violence faite au narcissisme, le besoin de retrouver un bien-être, la quête d'une réparation narcissique. Cette mère a une cousine qu'elle décrit comme surdouée, dépressive, et dont elle se demande si elle n'est pas schizophrène. Or, son enfant ressemble à cette cousine. Par ailleurs, dans la famille du père, il y a plusieurs cas d'X fragiles, etc., etc. On retrouve là les fantasmes de transmission, les besoins d'innocentation dont j'ai parlé. Cette course au diagnostic, tout à fait légitime, cette revendication d'innocence, masque à peine une culpabilité harcelante. Dans la même séance,
où la mère revendique une causalité génétique, avec de toute façon une culpabilité de transmettre le mal, même si c'est génétique, c'est elle qui a transmis. Elle donne en même temps sa théorie de la causalité. Elle a un utérus mal formé, ce qui fait que la naissance a été particulièrement difficile, traumatique pour elle et pour le bébé. Celui-ci a dû souffrir et ses troubles viennent sans doute de là, dit-elle. On entend la culpabilité d'être un utérus mal formé, de ne pas pouvoir donner à l'enfant un ventre maternel, protecteur, nourricier, qui lui permettrait de se développer, de ne pas souffrir. On entend le sentiment d'être une mauvaise mère. D'ailleurs, cette mère met son enfant devant des écrans vidéo pendant de longues heures. Elle lui propose ainsi une parentalité écran substitut. Et on entend aussi la colère contre cet enfant qui a abîmé le ventre maternel, la parentalité maternelle, colère dirigée contre les soignants. Et on entend enfin le désespoir contre lequel lutte cette mère. Son enfant est investi comme un corps à réparer. Il lui faut un orthoptiste pour les yeux, un ergothérapeute pour ses mouvements, un orthophoniste pour son audition, etc., etc. Et tout en affirmant que ni elle, ni lui n'ont besoin de psychologue, et surtout pas de psychanalyste, évidemment, elle ne rate aucun rendez-vous proposé par la psychologue qui la reçoit. Elle se débrouille pour que le père ne soit jamais disponible, et elle vient, toujours à l'heure, montrer son désespoir et sa façon d'essayer de l'apaiser. Alors à l'heure où on disqualifie complètement le travail des psychologues, vous savez qu'il y a une journée de grève le 10 juin, voilà, il faudrait que les pouvoirs publics aient connaissance de ce type de travail. Évidemment, la parentalité de cette mère est inadéquate, est reprochable, mais comme la plupart des parents qui vivent ce type d'expérience, cette mère est surtout désorganisée par l'énigme que lui impose la rencontre avec le trouble de son enfant, et sa modalité d'investissement est défensive contre le désespoir, contre l'effondrement, contre le désinvestissement auquel elle pense sans doute qu'elle serait conduite si elle se mettait à considérer pleinement cet enfant comme un sujet. Si elle le considérait comme un sujet, elle l'abandonnerait. Et c'est bien l'ensemble de tous ces éprouvés émotionnels et de leurs oscillations que nous devons repérer, que nous devons entendre, que nous devons contenir et essayer d'élaborer dans le travail clinique auprès de tous les parents affectés par une telle expérience traumatique. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.